Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve en direct et en public, donc des rencontres de la photographie à Arles sur Radio Anthropocène pour une dernière conversation, une conversation qui va clôturer cette journée sur Radio Anthropocène sur le thème de la catastrophe. Alors c'est une conversation qu'on va d'ailleurs animer avec François. Salut François. Salut Florian, et pour la prochaine heure, nous avons le plaisir d'accueillir non pas un, non pas deux, mais bien 3 invités sur notre plateau. Et en premier lieu, Audrey Ilouz, bonjour. Bonjour. Audrey Ilouz, merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire du prix Découverte de la Fondation Louis Roederer, intitulé Sur le qui-vive, que l'on retrouve à Monoprix, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Et on est également avec Randa Mirza, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup également d'être avec nous. Randa Mirza, vous êtes une artiste plasticienne, vous êtes née au Liban à Beyrouth. Et vous avez exposé un travail photographique d'une vingtaine d'années sur votre ville natale nommée Beyroutopia. Et c'est exposé à la Maison des Peintres, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Et enfin, Philippe Séclier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des 2 commissaires, si je ne me trompe pas, d'une commission nommée Réplique 11 mars 2011, je suppute, et qui rassemble le travail de plusieurs photographes japonaises et japonais autour de la catastrophe de Fukushima, qui est exposée à l'espace Van Gogh. Alors cet échange, comme toutes les émissions qu'on a pu faire aujourd'hui sur Radio Anthropocène, elle sera retrouvée dès demain en podcast sur le site des rencontres et sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et on a choisi de réfléchir avec vous aux enjeux de la catastrophe. On l'a dit, un programme réjouissant pour cette fin de journée. Et en guise de préambule, puisqu'il est toujours opportun de se mettre d'accord sur le sens des mots, d'autant plus quand, comme dans une période catastrophique actuelle, plus grand-chose ne fait sens. Voici quelques éléments de définition. La catastrophe, en grec, c'est katastrophe, c'est le renversement. C'est en fait un événement brutal qui bouleverse le cours des choses en provoquant souvent la mort ou la destruction. La destruction, c'est un événement qui a des conséquences particulièrement graves, voire irréparables. Alors pour commencer cette conversation, on voulait réfléchir avec vous aux temporalités de la catastrophe et vous poser une question. La catastrophe, si c'est bien un événement, est-ce qu'elle peut avoir une fin ? Comment est-ce que la catastrophe prend-elle fin ? Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer par répondre ? Peut-être vous donner des éléments de contexte pour expliciter, mais quand on pense à Fukushima, par exemple à Fukushima, mais j'aurais aussi une question à vous adresser, Audrey Ilouz, mais on a l'impression que la catastrophe de Fukushima, elle ne prend pas fin. En réalité, elle est toujours présente, elle est toujours là, et au même titre, j'ai en tête le travail de cette artiste sud-africaine, Audrey Ilouz. Peut-être que ça donnera des billes à ce début de conversation. Alors, peut-être sur cette question de la catastrophe et de la fin de la catastrophe, en fait, ce qui m'a intéressée dans la construction de l'exposition et à travers les voix de certains artistes, et pas nécessairement de Sepiso Mazibuko, au contraire, c'est comment certains artistes proposent des scénarios alternatifs face à la catastrophe. Et il y a un artiste qui est particulièrement intéressant dans l'exposition, c'est quelqu'un qui s'appelle Cemil Batur-Göksir, qui est un artiste turc et qui lui-même, en fait, parle d'ailleurs plutôt de désastre que de catastrophe, et qui s'est engagé comme volontaire sur des terrains de catastrophe en Turquie, face aux inondations, face aux tremblements de terre. Il a agi comme volontaire. Il en a quelques images qu'il n'avait pas vocation à montrer en tant que tel. Il n'était pas allé avec une forme de voyeurisme sur ces terrains-là, ou en tout cas avec une forme de photojournalisme sans que ce soit du voyeurisme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise l'expérimentation pour... Je ne sais pas si le mot transcender la catastrophe est un peu exagéré, mais en tout cas pour déplacer la catastrophe et faire advenir quelque chose de supportable ou d'audible, enfin en tout cas quelque chose qui permet par l'expérimentation de déplacer cette expérience. Et ce qu'il fait, c'est un travail de surimpression, enfin un travail où il réexpose le même film plusieurs fois. Et il y a une image que moi j'interprète comme une troisième voie, comme quelque chose qui pourrait peut-être relever. Je le lis comme ça, c'est pas nécessairement ces mots, mais quelque chose qui relèverait de l'occulte en fait, quelque chose qui permet, en tout cas par l'expérimentation, de dépasser
ce moment catastrophique, ce moment tragique, et d'en faire advenir quelque chose. Et c'est pour ça que je parle de scénario alternatif. En tout cas, face à la catastrophe, c'est aussi le cas pour moi d'autres artistes, comme Marie-Lou Ponsin, mais peut-être c'est intéressant en tout cas de laisser... On va faire circuler la parole, oui. Ouais. Philippe Séclier peut-être. Oui, concernant le Japon, la catastrophe, le mot catastrophe fait partie de leur histoire en fait. Depuis des millénaires, l'île est confrontée d'abord à des catastrophes naturelles depuis des siècles, que ce soit des tremblements de terre, des tsunamis. Mais il se trouve que là, en l'occurrence, ce qui s'est passé le 11 mars 2011, ils l'appellent la triple catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un tsunami, et il y a eu aussi évidemment l'accident nucléaire. Et l'accident nucléaire, il le relie évidemment à ce qui s'est passé en 1945 avec le bombardement, avec la bombe H sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, on peut dire que concernant le Japon, c'est une histoire sans fin, clairement, d'autant plus que 13 ans après cette triple catastrophe, toutes les réponses n'ont pas été apportées, que ce soit évidemment par le gouvernement japonais. Il y a eu énormément de censure. Et les artistes, dans ce contexte-là, se sont posé des questions pour savoir comment documenter cette triple catastrophe. Et ils ont même fait l'objet, en fait, entre eux, de colloques pour savoir si c'était possible réellement de représenter, par exemple, l'invisible, donc la radioactivité, ou alors la perte, puisque la plupart des victimes de cette catastrophe l'ont été à cause du tsunami. Donc c'est effectivement pour eux une situation qui est réellement sans fin. Randa Mirza, je ne sais pas si c'est comme au Japon pour le Liban et à Beyrouth, si ça fait des millénaires qu'il y a des catastrophes, mais en tout cas depuis une trentaine d'années, on a l'impression que les catastrophes s'enchaînent en quelque sorte sur ce territoire. Oui, pour répondre à ta question, s'il y a une fin, c'est difficile d'imaginer une fin puisqu'on est plein dedans. Et pour moi, la catastrophe que j'ai vécue personnellement, qui prend le plus le sens du mot que vous utilisez, c'est l'explosion de Beyrouth, qui d'ailleurs a beaucoup résonné pour nous avec les explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, parce que ça a été décrit comme la première explosion non nucléaire de l'histoire. Pour moi, il y a sûrement rupture. Donc c'était l'éruption. Donc dans la définition que vous venez de donner, elle correspond tout à fait à ça. C'est une rupture brusque. C'était vraiment l'explosion est arrivée le 4 août 2020 à 18h07 et ces quelques secondes ont bouleversé énormément de vies. Il y a plein de gens qui sont encore délogés et la moitié de la ville a été détruite et il y a eu des morts et beaucoup de blessés. Et donc on peut toujours à ce moment-là on parle toujours d'un avant et d'un après. Chose que j'ai traitée dans une des séries de mon exposition, une série qui s'appelle View from Home, que j'ai faite avec Lara Tabé, avec qui j'ai un duo d'artistes qui s'appelle Jeanne et Moreau, et on a photographié l'avant-catastrophe et l'après-catastrophe à partir de la fenêtre de notre appartement qui donnait sur le port. Et c'est cette dislocution du temporel qui est présentée comme une des vues stéréoscopiques, mais dans ce cas, il y a un changement de discussion temporelle. Et les vues stéréoscopiques, d'habitude, c'est plutôt un petit changement géographique. Et dans ce cas, c'est le temps qui est d'avant et d'après. Alors, justement, pour faire peut-être le pont avec ce que vous venez d'évoquer, Randa Mirza, ce que vous aviez commencé à préciser également, Audrey Ilouz, comment en tant qu'artiste, finalement, on rencontre la catastrophe et comment on en rencontre à la fois quelles sont les différentes stratégies, manières de mettre en scène et de révéler ce qui peut être invisible parfois, ce qui peut être dévasté de l'autre. Est-ce que au regard des différents artistes que vous avez la chance de
d'accompagner dans vos expositions en tant que commissaire, ou vous, Randa Mirza, vous auriez des éléments de réponse à ce sujet? Peut-être Audrey Illouz. Sur cette question de l'invisibilité, justement, comment on en rend compte, je pense qu'il y a déjà l'exposition. Ce qui est intéressant, c'est que la catastrophe, elle arrive progressivement dans l'exposition. Elle n'est pas tout le temps présente. Elle part vraiment quand même d'un sentiment d'intranquillité qui mène progressivement à la catastrophe de façon beaucoup plus ouverte ou de façon beaucoup plus invisible. Et c'est là où ça rejoint ce que disait Randa tout à l'heure aussi sur cette question d'invisibilité. C'est aussi comment on peut aborder la catastrophe de façon parfois non grandiloquente. En tout cas, encore une fois, quels sont les chemins, les voies pour travailler cette question. Et je pense qu'ils sont vraiment multiples. Et chez Colline Jourdan, par exemple, la catastrophe en question, c'est une autre catastrophe écologique, celle d'une pollution invisible sur un territoire qui n'est pas très loin de nous, dans la vallée de l'Orbiel, dans l'Aude. Effectivement, il y a une pollution à l'arsenic. C'est une ancienne mine d'or et d'arsenic qui a fermé ses portes. Je ne savais pas qu'il y avait une mine d'or en France en 2004. Et cette pollution, elle a la particularité d'être invisible. Il y a plein d'autres cas, hein, mais en tout cas, tout le travail de Colline est extrêmement ténu, de Colline Jourdan, est extrêmement tenu parce que c'est invisible. Et donc, en fait, il faut scruter l'image, on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler du paradigme indiciaire, en tout cas dans cette façon d'aller fouiller des indices qui se révèlent jamais de façon évidente. Et pourtant, il y a une espèce de fascination comme ça, une espèce de compréhension d'un territoire et d'un certain nombre de questions qui sont adressées, parce que finalement, on se retrouve à être face à une envie d'être en plein air, d'aborder cette région-là comme une région naturelle. Et en fait, on a le revers de la médaille et on est face en fait à quelque chose de complètement hostile, où un jardin devient menaçant. Et en fait, c'est vraiment ce lien extrêmement ténu où les choses ne sont pas perceptibles. Et c'est ça, elle nous alerte en fait d'une certaine façon sur cette invisibilité des choses et elle la dramatise pas, elle la fouille. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Dans l'exposition que vous coordonnez, Philippe Séclier, l'invisible, c'est les radiations. Comment est-ce que les artistes que vous avez sélectionnés, eux, ont choisi de représenter ces radiations et cette catastrophe invisible? Alors, il y en a, on va dire, au moins 2 qui ont travaillé sur ce thème-là. Le premier d'entre eux, Kazuma Obara, il a choisi directement de se rendre dans la centrale nucléaire de Fukushima. Et c'est un acte très courageux. Il s'est fait prendre pour un ouvrier. Et il a été le seul, parce que, évidemment, dès le départ, il était hors de question pour le gouvernement japonais et pour la société TEPCO de faire en sorte qu'on puisse avoir des informations sur ce qui se passait dans la centrale. Et en fait, Kazuma s'est fait prendre pour un ouvrier et a pu photographier, documenter et révéler, en fait, non pas l'identité, mais en tout cas, il a rendu visible ces ouvriers qui étaient en train de travailler sur le démantèlement de la centrale, sachant que, comme vous le savez, la catastrophe a eu lieu il y a 13 ans et que le démantèlement va durer au total 40 ans. Et il y a eu quelques photos qui ont été fournies quand même par TEPCO et le gouvernement, mais à chaque fois, les ouvriers étaient floutés. Lui, Kazuma, il a souhaité les voir, les portraitiser pour qu'on puisse les voir. Donc ça, c'est un cas. Le second cas, c'est Jun Kano, dont la famille habite à 60 km de Fukushima et qui s'est rendu compte finalement qu'en revenant revisiter sa famille, les gens n'avaient pas conscience du tout de ce qui se passait. Et pour cause, puisque la radioactivité, de fait, elle est invisible. Et donc, elle a commencé à travailler avec les sites de stockage temporaire des déchets radioactifs, mais ça ne suffisait pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est ensuite procuré un appareil, un compteur Gégère, pour pouvoir mesurer cette radioactivité. Et c'était la seule façon pour elle de pouvoir rendre visible ce qui est invisible. Et donc, on a évidemment tenu à mettre ça en valeur, mais j'allais ajouter pas seulement parce qu'on a aussi tenu à ce que dans l'exposition soit représenté le travail de photographes
qui avaient été eux-mêmes touchés par la catastrophe en perdant des proches. Et le rapport intime à la catastrophe n'est pas le même quand vous perdez, comme c'est le cas de Mayumi Suzuki, par exemple, ses parents, que pour quelqu'un comme Hikaru Fuji qui a passé 4 ans, 5 ans à photographier et à filmer le littoral. Donc, l'exposition fait la différence entre ces différentes approches. J'ai une question pour vous, Randa Mirza, et sur cet enjeu de figurer la catastrophe, une catastrophe qui défigure. Et en fait, peut-être que je me trompe, mais dans les réminiscences que j'ai de votre travail, j'ai pas beaucoup de visages ou de figurations qui me viennent. Et en fait, c'est comme si l'espace de la dévastation était vidé de ses habitants ou au gré de cette catastrophe qui dure et qui s'enchaîne avec des événements toujours plus dramatiques et cette acmé avec l'explosion dont vous faisiez mention. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que déjà le constat est bon ou pas ? Et sur cette notion de figurer et de donner chair aux personnes qui vivent la catastrophe, quand dans les autres expositions, et je pense notamment à celle de Philippe Séclier, il y a aussi des habitants ordinaires ou des humains ordinaires. Ces travailleurs qui ont nettoyé l'usine, ils sont figurés au même titre que les habitants du bidonville d'Afrique du Sud, de Johannesburg, on les figure aussi. Qu'est-ce que vous auriez à dire de cela ? Oui, je suis d'accord avec le constat. D'ailleurs, c'est pas seulement par rapport à cette série-là, c'est tout dans toute l'expo, l'élément humain. Donc, j'essaie de parler de la violence et il y a très très peu d'humains dans toute l'exposition, alors que qu'elle couvre 20 ans, 24 ans, à peu près un quart de siècle. Et c'est toujours l'histoire des lieux, l'histoire des images de guerre et aussi la reconstruction et les projets urbains qui font fi de toute façon de l'humain. Parce que alors la question de savoir pourquoi ce choix, je pense que je saurais pas le dire, c'est peut-être par certaines pudeurs ou humilité d'essayer de raconter l'histoire parce que c'est mon histoire au fait, donc c'est mon histoire personnelle et aussi l'histoire vécue par mes compatriotes. Donc je voulais parler de moi, mais sans directement... Si je me permets juste un élément de relance, j'ai des images de visages qui me reviennent, et c'est celles de collages que vous faites, de scènes de désolation où vous vous incrustez des touristes dans des touristes qui sont en train de se prendre en selfie ou... Oui, c'est le spectateur, au fait. C'est le fait qu'on regarde les images de violence à distance et cette double réalité qui se crée dans l'imaginaire d'un survivant de la catastrophe, d'autres personnes dans d'autres parties du monde qui regardent sa propre catastrophe. Parce que pendant l'explosion de Beyrouth, moi, je savais, il y a des gens qui commençaient à m'appeler et donc des gens de partout dans le monde qui m'appelaient. Mon téléphone a commencé à sonner, mais je répondais, mais sans comprendre exactement ce qui se passait. Et c'était peut-être 2 heures plus tard qu'il y a un médecin à l'hôpital qui m'a dit « Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé ?» Et j'ai dit non. Et il m'a montré une vidéo et j'ai vu le nuage et j'ai vu la bulle la propagation. Et au fait, moi, j'étais dans la catastrophe, donc j'étais pas le spectateur. Donc c'est pour ça aussi que dans une des images dont vous parlez, j'ai fait un autoportrait dans lequel je me suis inscrite moi-même dans l'image et je regarde le spectateur avec une télécommande à travers une télévision. Donc je suis à l'intérieur de la télévision. Il y a une scène une photo d'un photographe de Reuters qui a été prise à Cana en 2006 pendant la guerre Israël-Hezbollah en 2006 et où il y a eu un massacre par un bombardement d'un immeuble où il y a eu plus que 50 blessés, dont 26 enfants. 50 morts, dont 26 enfants. Et moi, je me pose comme défense, comme élément de... Je confronte le spectateur, je le regarde et je m'adresse à lui et c'est comme dans un désir d'arrêter l'image.
que vous racontez depuis tout à l'heure entre les catastrophes, avec une forme de médiation par l'écran, donc le spectateur qui se dégage en fait de la catastrophe telle qu'elle est. Et de l'autre côté, la catastrophe invisible, moi ça me fait penser à une catastrophe qui est en cours, qui est le changement global, et avec ça le changement climatique qui n'est pas perceptible, en tout cas à très court terme, qui est présent partout. Comment est-ce que vous, ce changement climatique, comment est-ce que ça questionne aussi votre façon d'appréhender vos différents travaux? Est-ce que vous le questionnez? Est-ce que vous l'appréhendez? Et est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question? Audrey Elouz, je suppose qu'à travers le prix du... Effectivement, enfin, je sais pas si c'est une façon, enfin, en tout cas, oui, c'est une façon de l'appréhender, mais encore une fois, je pense qu'un des artistes de l'exposition, lui, l'appréhende, l'a vécu de l'intérieur, parce que je pense au travail de François Bellabas, qui se retrouve en 2016. C'est un tout jeune artiste qui est sorti de l'école d'art peu de temps avant, 3-4 ans avant, et qui part en Californie. Et il se retrouve pris dans les méga-feux. Il se retrouve à expérimenter, enfin à vivre les méga-feux. Et il me disait d'ailleurs très justement, il me disait en fait, il y a une chose dont je ne peux pas me débarrasser et je ne sais pas comment, et je n'en rends pas compte par l'image, c'est cette odeur qui m'a poursuivi longtemps. Et il se retrouve pris dans ces méga-feux, il documente, il fait quelques images, enfin il fait pas mal d'images de cette période-là, et c'est le socle qui va nourrir tout son travail jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il y a d'autres pans de son travail évidemment, mais c'est toute une direction de son travail qu'il a ensuite développée très tôt avec des questions d'intelligence artificielle, en travaillant très tôt sur la question de l'intelligence artificielle, mais bien sûr qu'en fait, ça, c'est pour moi une façon évidente, enfin pas évidente, mais c'est en tout cas pour répondre à votre question, quelque chose, c'est un travail et une attention qui est présente aussi dans l'exposition à cette question du changement climatique. Le travail de François Bellabas, il me fait penser, en fait, on voit des images d'incendie à travers le pare-brise d'une voiture. Et ce pare-brise de voiture me fait penser un petit peu à l'écran que vous mettez en scène dans votre travail également, Randa Mirza, cette mise à l'écart de la catastrophe. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette mise à l'écart de la catastrophe par le spectateur? Bon, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est aussi témoin d'une catastrophe qui est en cours à Gaza et qui est transmise en live sur nos téléphones portables. En plus, s'ajoute à cette idée de l'écran, l'idée du scrolling. Donc, c'est entre une pub, un post, une story. On a des enfants déchiquetés et des horreurs, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, je vais peut-être poursuivre sur ces stratégies et ces régimes de visibilité qui sont choisis, on va dire, par tel ou tel artiste. Sur les attitudes, j'aimerais bien revenir avec vous sur cette question de la figuration, Philippe Séclier, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le travaux des différents artistes japonais qui étaient, je pense notamment aux paysans également, qui sont pris en photo face à leurs serfs. Je pense aux daguerréotypes de ces adolescents japonais contemporains. Cette notion de la figuration et de ce rapport au temps également, pour immortaliser cet instant. Est-ce que vous aurez des choses à dire là-dessus? Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous venez de citer, c'est que les deux artistes qui ont travaillé, l'un avec des daguerreotypes et l'autre avec un appareil Kodak Circuit des années 30, c'est, comme vous le savez, lié à l'histoire de la photographie. Donc l'intemporalité, elle est là, effectivement, et ils s'en sont servis parce que, concernant Takashi Arai, il faut savoir que la durée de vie d'un daguerreotype, c'est 200 ans, contrairement à la gélatine. Donc, il veut inscrire les portraits de ces adolescents dont il a aussi enregistré le témoignage. Il veut inscrire ces portraits, comme il le dit, dans l'histoire du futur. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit une archive, à la fois mémorielle, évidemment, documentée,
mais il veut l'inscrire dans l'histoire du futur pour avoir des preuves de ce qui s'est passé. Et concernant Ai Iwane, qui a utilisé, elle, cet appareil Kodak des années 30, qu'elle a retrouvé en fait par hasard sur l'île d'Hawaï, ça lui a permis effectivement... En fait, c'était un appareil qui était utilisé énormément pour les photos des funérailles, parce que ça permettait d'avoir une sorte de panoramique et de pouvoir faire rentrer l'ensemble de la famille qui était touchée par un décès. Et elle a retrouvé cet appareil et elle s'est dit en fait que c'était la seule façon pour elle de retourner à Fukushima, où ces personnes qui avaient été déplacées à cause de la radioactivité dans la zone évacuée, qui avaient émigré à Hawaï, elle les a fait revenir dans ces lieux où ils ne pouvaient toujours pas habiter. Et c'était une façon pour elle, là encore, de les rattacher à l'histoire et à une forme, effectivement, d'intemporalité. Si on s'engage un peu plus en aval de ces attitudes face à la catastrophe, vous avez évoqué l'intranquillité, Audrey Illouz, et ce rappel à Pessoa. On a également parlé de la banalité finalement dans la catastrophe. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux à travers les différentes... J'en reviens toujours à cette exposition, notamment celle du township de Johannesburg, mais c'est assez saisissant de voir la vie qui continue en fait et qui perdure. Vous venez de parler de Philippe Séclier, de cette dimension mémorielle, de constituer des archives. Il y a aussi cette dimension commémorative, j'ai l'impression, qui était quand même très importante de votre côté. Randa Mirza, qu'est-ce que ça serait l'attitude éthique que vous avez cherché à mettre au jour dans ce travail photographique, cette collecte de toutes ces traces que vous nous proposez? Moi, quand j'ai fait ces images, je ne pensais pas du tout faire des documents, en fait. Donc, c'était d'une expression personnelle, ça venait d'un besoin, d'une nécessité de m'exprimer, de raconter une histoire. Et puis, à chaque fois quelque chose que je photographiais disparaissait, et du coup, ça devenait un document et une archive en soi, sans que je le veuille. Et d'ailleurs, l'exposition, elle couvre 25, donc on a dit qu'elle couvre 50 photographies, mais c'est certes séries différentes que je n'ai pas conçues ensemble. Ça veut dire que j'ai pas réfléchi, que je veux faire ce travail de cette façon et que ça fait sens. Je vivais le moment, je réagissais. Et puis, avec la distance, j'ai pu regarder en arrière et j'ai pu comprendre que ça racontait une histoire de destruction, de la fin de la guerre civile libanaise, de reconstruction, et puis une autre destruction, comme s'il y avait une circularité de l'histoire et de la violence, parce que tant qu'il y a impunité, donc tant qu'on n'a pas de réponse, exactement par rapport à ce que vous disiez, que le gouvernement japonais a toujours caché les raisons, les traces, les résultats de Fukushima. Au Liban aussi, on ne sait toujours pas pourquoi il y avait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, en plein ville, au milieu de cette ville, alors que les normes internationales, c'est 25 tonnes. On ne devrait pas stocker plus que 25 tonnes. Et puis, il n'y a aucune réponse. Personne n'a été jugé, personne n'a été interpellé. On n'a même pas pu interviewer les ministres des Travaux, les successifs, alors qu'il y a eu beaucoup de courriers. Et même le président de la République, il a dit que j'en ai été informé de la présence de cette matière explosive une semaine avant l'explosion, mais c'était trop tard. Donc quand on n'a pas de réponse par rapport à la catastrophe et à la raison et pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu, je pense que ça fait en sorte qu'on est hanté par ce qui se passait et qu'on n'arrive pas à aller plus loin. Philippe Séclier, sur cette attitude des habitants face à la catastrophe. Pardon, j'ai pas entendu là. Sur l'attitude face à la catastrophe des habitants du coup de Fukushima. D'abord, il y a eu un effet de sidération, et puis ensuite, cette forme de censure qui a permis finalement
là encore, il y a eu aucun procès en fait. Personne n'a été jugé. Est-ce que quelqu'un le saura? On ne sait pas. Que ce soit des responsables de la société TEPCO ou le gouvernement, je ne crois pas. En tout cas, pour l'instant, il n'en est pas question. En fait, après l'état de sidération, il y a eu deux phénomènes parmi la population. Il y a eu une forme de stigmatisation et de discrimination des populations déplacées. Il faut savoir que 165 000 personnes ont été déplacées très vite. Je crois qu'il en reste à peu près 8 000 qui le sont encore. Et ces personnes qui ont donc dû quitter la région de Fukushima sont parties pour la plupart vers le sud, vers Tokyo, mais surtout encore plus au sud, vers Kyoto, vers Osaka. Et l'un des artistes de l'exposition le montre très bien, le travail d'Hikaru Fuji. Il y a cette vidéo extraordinaire où on voit une enseignante avec des enfants très jeunes qui leur explique qu'elle essaye de les convaincre qu'il n'y a pas de bons et de mauvais enfants parce qu'elle les pointe du doigt et elle fait exprès de les provoquer pour dire à quel point effectivement cette discrimination a touché toutes les couches de la société et notamment toute la population qui a été évacuée. Et ça, c'est un réel problème et qui continue en fait 13 ans après d'être impactant au Japon avec les conséquences que l'on peut connaître sur le plan sociétal. Et c'est vrai que ce travail-là, pour nous, était très important à montrer également. L'effet de sidération, évidemment, la perte, le rapport à la perte, et notamment parmi ces photographes qui ont perdu des proches. Mais il y avait aussi et surtout cette façon dont la société japonaise a perçu cet événement et avec donc cette forme de discrimination qui a été terrible. On a parlé de ces attitudes, finalement de cette manière d'habiter la catastrophe, de vivre avec la catastrophe. Peut-être si on se penche sur l'après-catastrophe, si tant est qu'il y en ait un. Je le disais dans mon laïus liminal, la catastrophe, c'est ce bouleversement brutal. En réalité, chez Rabelais, dans le quart-livre, c'était une fin heureuse ou malheureuse. Il n'y a pas de nécessité de quelque chose de dramatique, aussi dramatique au sens théâtral en réalité, mais c'est pas quelque chose de mal en tant que tel, en fait, la catastrophe. J'aimerais vous interroger sur les leçons que l'on peut tirer finalement des catastrophes, et sur les leçons que tirent les photographes qui documentent ces catastrophes. Qu'est-ce que ça nous apprend? Dans quelle mesure on peut se préparer à une catastrophe qui advient toujours? Audrey Ilouz. Alors là, je suis désolée, mais je ne peux pas résister à quelque chose qui échappe à l'exposition. C'est le moment qu'on est en train de vivre, en fait. Je crois Randa, tu évoquais tout à l'heure le fait d'être à distance de quelque chose, le fait d'être à distance d'une catastrophe qui se déroule sous nos yeux. Et là, c'est la multiplicité des catastrophes qu'on expérience, dont on fait l'expérience en ce moment. C'est la catastrophe à distance, la catastrophe de Gaza, c'est la catastrophe politique dans laquelle on se trouve. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a tellement le nez dans le guidon que au moment où l'expo s'est dessinée, c'est pour ça que je parlais d'un sentiment d'intranquillité, c'est que dans ce qui a dans ce qui a été à l'origine de l'exposition, c'est quand même des travaux artistiques, des œuvres qu'on regarde comme ça dans le cadre d'un jury, d'un prix. Et en fait, ce sentiment d'intranquillité que je vivais au mois d'octobre, je pense comme beaucoup de monde, il était palpable dans le travail des artistes. Et ce moment crescendo où finalement il y a non plus la mise à distance, mais le fait d'être dedans. Et bien sûr, on peut parler du recul, de ce que peut provoquer la catastrophe, de comment on reconstruit derrière la catastrophe, etc. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on est dedans, en fait. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire un pas de côté de l'exposition parce que c'est au moment où on se parle, c'est ce qu'on est clairement en train de vivre et de dire comment on limite la casse. Est-ce qu'on va la limiter? Est-ce qu'elle ne va pas être limitée du tout? Et si on la limite, c'est reculer pour mieux sauter. Donc me semble-t-il, on n'a aucune distance face à la catastrophe, sinon des formes d'action. Et je pense que là, moi, j'ai absolument pas de
de réponse. Mais voilà, j'aurais pu, dans un autre contexte, vous parler des scénarios alternatifs, mais là, ça me paraît presque indécent, en fait. Philippe Secli, est-ce que vous avez un élément de réponse à apporter à Audrey Elouz? Alors, en fait, la triple catastrophe a eu lieu il y a 13 ans, mais en fait, vous parliez de l'après, mais en fait, pour eux, il n'y a pas d'après, parce que, par exemple, cette fameuse digue qui a été érigée le long du littoral sur 400 km, imposée de fait par les autorités sans aucune concertation, donc, change à la fois le paysage, l'environnement de ces populations qui vivent là-bas, et pas seulement celles qui vivent de la mer, donc les pêcheurs, mais les autres aussi. Et en fait, ils ne sont pas capables d'expliquer aux populations que cette digue, qui mesure à peu près entre 10 et 12 mètres de haut, elle peut résister au prochain tremblement de terre, donc au prochain tsunami. Donc, finalement, là encore, en termes de temporalité, on est dans la catastrophe sans fin, c'est-à-dire que, et les Japonais, vous le savez, sont soumis à des tremblements de terre réguliers, ainsi qu'à des tsunamis, encore récemment, même s'ils étaient de moindre importance. En fait, ils vivent dans l'impermanence des choses depuis des décennies, depuis des siècles, et ça va continuer. Il n'y a aucune raison que ça change. Vous parliez tout à l'heure du changement climatique. Nous, on ne l'aborde pas du tout dans l'exposition, mais il faut savoir que la puissance des typhons au Japon, qui, évidemment, comme beaucoup de pays, ont leur période où là, il y a des tempête sur tempête, la puissance des typhons est en train, évidemment, de complètement changer leur approche par rapport à la catastrophe. Et ça n'est pas prêt d'arrêter. Philippe Secli, vous parliez de cette digue. Cette digue, elle représente aussi une croyance dans le progrès, dans cette capacité de l'homme à lutter contre les éléments. Vous-même, Anda Mirza, vous en parlez de ce progrès un petit peu comme quelque chose qui allait effacer la catastrophe à travers la reconstruction de la ville de Beyrouth. Vous montrez plein d'images d'hôtels, d'immeubles, d'ailleurs pas que des hôtels, qui ont été reconstruits dans Beyrouth, ou alors simplement des affiches. Comment est-ce que ce progrès, vous l'interprétez, qui peut être une catastrophe qui progresse, le progrès qui alimente la catastrophe, et d'ailleurs vice-versa, la catastrophe qui alimente le progrès? Dans mon projet sur la frénésie urbaine et la politique de reconstruction d'après-guerre au Liban, c'était le progrès. Je pense qu'il y avait une fausse idée du progrès, que c'était rapproché à la modernité, à l'idée de l'effacement du passé. Et donc, si on pouvait effacer le passé, effacer ce qui s'est passé, on pourra aller de l'avant. Et je pense que ce qui est vécu vraiment de façon très dramatique, et je peux dire peut-être de façon catastrophique pour utiliser le terme en-delà de sa définition, c'est le retour, le retour de la catastrophe. Je pense que pour moi, je dis dans mon texte qu'après la guerre civile, donc j'ai vécu la guerre en tant qu'enfant, et à l'âge de 11 ans, on m'a dit que la guerre était terminée, et pour moi, j'étais une survivante, et que la catastrophe était déjà derrière moi. Ça veut dire que j'étais moins inquiète et j'étais moins touchée par beaucoup de choses. Pour moi, c'était déjà passé, ça a déjà eu lieu. Et puis, il y a eu qui pour nous aussi est une catastrophe, qui était l'effondrement économique, qui est une catastrophe énorme, parce que finalement, c'est l'effondrement des moyens de la survie, des moyens de vivre. Et qui revient, et ce retour, quand je me suis retrouvée dans les rues de Beyrouth détruites, j'avais un souvenir très fort de quelque chose que j'avais déjà vécu. Et je pense qu'Audrey, c'est un peu ça qui est passé aussi en France après les élections européennes. C'est comme si que là, c'était possible de revenir au temps où l'extrême droite, le fascisme était au pouvoir en Europe. Audrey Elouz, dans l'exposition que vous coordonnez, le progrès, c'est aussi la technologie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette exposition de Marie-Lou Poncin, nous la raconter un petit peu comment ce progrès amène une désocialisation qui devient une catastrophe? En fait, dans le projet de Marie-Lou Poncin, c'est quelqu'un qui travaille déjà beaucoup la question des affects, qui a travaillé sur pas mal de phénomènes qui intéressent les sociologues, que ce soit les cam girls, que ce soit les love dolls, et qui s'intéressent aux relations qui sont construites entre l'homme et la machine.
et à la manière aussi dont nos solitudes sont renforcées, voire exacerbées, et qui qui s'intéresse à une forme qui crée comme ça ces formes de design spéculatif, mais qui sont dans une ambiguïté par rapport au réel, parce qu'en fait, on sent que c'est du design spéculatif, mais finalement, on est très proche de ça, donc on est dans quelque chose qui flirte avec la science-fiction, mais qui flirte aussi avec ce qu'on vit, avec nos outils, et c'est toute la limite qui est assez ténue dans le travail de Marie-Lou. Donc en gros, c'est des relations entre l'homme, l'humain, l'être humain et la machine, et des objets, plus qu'une machine, des objets qui passent par la machine et par la technologie, mais en gros qui ont un rapport affectif très fort aux objets. Et c'est un triptyque comme ça, et il y a en particulier une pièce, un des volets du triptyque, où on voit vraiment un rapport entre l'homme et son écran, qui donne lieu à un fantasme de faire corps avec l'image. Je trouve ça à la fois vertigineux dans ce désir de faire corps avec l'image, d'avoir cette relation charnelle avec l'image, et en même temps dans cette relation à la technologie. Voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre du plausible. Et tout son travail porte sur cette limite comme ça entre le plausible et le spéculatif. Et c'est aussi cette forme de désenchantement social qui est en action. Et il y a d'autres projets également. Il y a le projet d'intelligence artificielle de François Bellaba. Je l'évoquais avec le premier volet, mais justement là c'est plutôt une espèce de balade, hein. C'est une forme de poésie sonore d'ailleurs, de poésie concrète, où du coup le prompt est un langage qui devient un langage poétique, littéralement, hein, puisque c'est du prompt que naît l'image, et que le prompt est travaillé de telle façon à s'enchaîner comme un poème, littéralement. Et donc il y a ce rapport comme ça extrêmement fort avec des outils technologiques. Chez Marie-Lou, c'est pas uniquement un rapport avec des outils, c'est la mise en scène de ces outils. Et chez François, c'est vraiment un détournement de ces outils. Alors là, pour le coup, on plonge chez François face à un paysage, c'est une apocalypse, hein. C'est vraiment un paysage plus grandiloquent. On peut difficilement faire. En plus, le dispositif entraîne ça. Mais il y a ce rapport où la technologie permet des formes de dystopie, et qui sont chez Marie-Lou, on est vraiment dans l'ordre du plausible. Chez François, ça reste très dystopique, mais apocalyptique. Si jamais on devait tenter modestement et peut-être un peu malheureusement, je ne sais pas si vous allez être très friand de cette question, mais d'essayer de définir aujourd'hui le rôle et la fonction d'un photographe à l'heure ou d'une photographe, à l'heure de cette crise systémique que nous avons le bonheur d'appeler Anthropocène ici. Un chercheur italien qui s'appelle Alfonso Pinto parle d'ailleurs de l'Anthropocène comme de l'âge du désastre. Et on a pu voir au gré des conversations qu'on a eues que la fonction pouvait être celle d'immortaliser, de commémorer, dans une quête indiciaire, d'être un sismographe et de prendre le pouls, d'alarmer. Est-ce que vous voyez une sorte de figure unificatrice, ou est-ce que vous avez dans votre pratique, je vais commencer par vous, Randa Mirza, si vous deviez mettre en mots l'ambition qui se cache derrière le travail que vous menez à bien depuis près de 20 ans? Oui, moi je me vis comme un témoin, et je pense que le rôle que je considère est le mien, c'est de rappeler, de penser, de réfléchir, de critiquer, d'amener, de visibiliser, et c'est surtout qu'on est très tenté par le déni, et qu'il y a aussi la sidération dont vous parliez, Philippe, sur la sidération que après la catastrophe, il y a eu aussi, on a vécu une amnésie par rapport à la guerre libanaise qui a duré 10 ans, et là j'ai vraiment la possibilité de la voir, de la sentir, de la réfléchir,
Je pense que c'est une réaction naturelle quand quelque chose est très choquant, quand la catastrophe est très bouleversante. On a la capacité, c'est vraiment très palpable, juste de ne plus voir, et je pense que si quelque chose, que la photographie aujourd'hui peut nous permettre de garder, de réfléchir, de garder en mémoire, de rappeler et de laisser le temps de pouvoir dépasser les choses sans les nier. Philippe Séclier. En fait, les artistes sont là avant tout pour questionner et pour nous faire réfléchir et à notre tour nous questionner. Dans l'exposition, le titre, d'une des séries qui m'a le plus marqué, c'est lié à l'œuvre de Lie Koshiga. Et son titre, c'est « Où cette nuit nous conduit-elle ?» Je pense que ça résume cette phrase qui est terrifiante, sidérante, mais extrêmement interrogative, et pour cause, où cette nuit nous conduit-elle ? Et les artistes, évidemment, sont là pour questionner à leur façon, chacun dans son style, un devenir. Et pour ça, je pense que le travail à long terme est sans doute quelque chose qui doit les interroger déjà eux-mêmes, les artistes. Et en tout cas, nous, en tant que commissaire, avec Marina Hamada, nous avons essayé de sélectionner justement des photographes qui interrogeaient ce long terme. Parce que c'est vraiment très important pour la suite, en fait. Pour essayer de savoir s'il y a réellement une fin ou pas par rapport à cette idée de notion de catastrophe. Audrey Illouz. Comme je disais peut-être tout à l'heure, c'est vrai que j'ai regardé énormément de travaux. Et ce rôle de l'artiste en vigie, c'est peut-être une évidence, mais je pense que c'est une évidence qui, en fonction des époques et des crises et des moments qu'on traverse, est plus ou moins prégnante. Et là, c'était extrêmement troublant de voir à quel point le rôle, encore une fois, le rôle de l'artiste en vigie m'a sauté aux yeux. C'est pour ça, vous parliez de titre, l'exposition s'appelle « Sur le qui-vive ». Avec dans cette expression, dans cette locution, qui est au départ militaire, qui est utilisée dans un contexte de surveillance pour prévenir l'ennemi que quelque chose peut advenir et tester, voir si l'ennemi est derrière et s'il faut se manifester ou pas. Mais en même temps, ce qui était important pour moi, c'était la possibilité d'entendre le mot « vie », en fait. De se dire que oui, peut-être qu'on parle de survie, peut-être qu'on parle de vigilance, peut-être qu'on parle d'un moment d'attention profonde, et en l'occurrence, encore dans le temps où le projet s'est construit et déroulé, il s'est passé énormément de choses. Entre le mois de novembre et aujourd'hui, évidemment, la situation a extrêmement bougé. Mais ce rôle de l'artiste en vigie, pour moi, il était primordial à assumer, avec des degrés extrêmement différents, mais c'était pour moi ce qui ressortait, avec, encore une fois, on a parlé de catastrophe ce soir énormément, mais l'idée de vie, au-delà de la survie, pour moi, elle était en tout cas de manière auditive, extrêmement importante. Écoutez, pour rester dans ce bel esprit, moi je vais vous inviter à écouter ces bons mots d'un auteur français qui s'appelle Victor Hugo et qui nous invite à tenter, braver, persister, persévérer, s'être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. C'est un extrait des Misérables et ça sera juste mon moment de plaisir personnel. Et je vais laisser Florian Fontpéry passer la parole au public pour des questions si nous en avons. Exactement, Randa Mirza, Philippe Séclier et Audrey Illouz, déjà un grand merci. Effectivement, si le public a des questions à poser à nos invités,
N'hésitez pas à lever la main, sinon nous on a encore quelques questions pour nos invités, pour conclure cet échange. Est-ce qu'il y a du monde dans le public qui voudrait poser une question à nos invités? Non, le public est un peu timide ce soir. Donc on va vous proposer un petit exercice, François. Est-ce que tu veux lancer cet exercice que nous avons préparé pour nos invités? Oui, tout à fait. Un superbe exercice qu'on vous a préparé. Non, on a beaucoup parlé, on a tâché de trouver les bons mots ensemble. Si vous deviez retenir ou proposer une seule photo sur cette thématique de la catastrophe, même peut-être plusieurs pour les commissaires, parce que c'est peut-être un peu difficile comme exercice quand il y a plusieurs artistes, mais qui donnerait envie à nos auditeurs et auditrices de venir se ruer sur les expositions arlésiennes. Audrey Ilouz, je vois que vous faites un grand sourire. C'est difficile. Moi, je suis dans un exercice qui fait que il y a un prix avec un jury, un lauréat ou une lauréate à Vous la allez fin. être exempté. Vous êtes exempté Donc, je voudrais pas créer trop de disparité, mais peut-être une photo que vous avez vue dans l'ensemble des rencontres qui ne ferait pas partie de cette exposition. Alors, je passe mon tour et je vous réponds après. Philippe. Alors, là aussi, c'est une expo collective, 9 photographes, c'est compliqué, mais c'est pas une photo, je dirais, c'est un album de photos. Mayumi Suzuki a perdu ses parents qui sont portés disparus suite au tsunami. Le seul lien, son papa tenait un studio photographe de photos qu'il tenait lui-même de son papa, donc du grand-père de Mayumi. Le seul lien qui la relie à ses parents, c'est la chambre noire qu'elle a trouvée sur le lieu du studio, ainsi que cet album de photos, de portraits que prenait son papa à l'époque, qui étaient des gens du coin. Et cet album, elle l'a retrouvé dans un état terrible, parce qu'en fait, l'eau et la boue ont commencé à manger les photos. Et en fait, il a fallu que vraiment la convaincre qu'elle fasse venir ces deux objets, mais je pense que c'est pour moi l'image même de la catastrophe, mais aussi de la résilience. C'est-à-dire que elle est vraiment très impressionnante quand elle parle de ça, très émouvante. Le lien qui la retient à ses parents encore, c'est ça, c'est juste cet album et cet objet, cette caméra, cet appareil photo. Moi, je viens de venir de l'exposition de Sophie Calle, qui est dans les cryptos souterrains de la mairie d'Arles. Et j'étais très touchée par les images des aveugles, de gens, visages. Et en face, donc déjà les portraits en soi, ils étaient très, 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 très touchants. Et en face, juste en face de leur regard, au fait, elle les a interrogés sur la beauté. Et j'étais très étonnée et très touchée de voir que les aveugles, ils voyaient, en fait, ils arrivaient à voir. Et c'était très intriguant d'essayer de comprendre comment ils parlaient de la lumière, ils parlaient de la couleur. Et c'était par la sensation ou par l'imagination ou par le toucher, j'imagine, et par d'autres procédés auxquels je suis pas apte à décortiquer. Voilà, parce que ça peut être aussi la catastrophe de ne pas pouvoir voir. Et alors que voilà, c'est vécu de façon très douce et très touchante. Audrey Ilouz, est-ce que vous avez fini par trouver la photo? Alors, je ne vais pas résister, je vais parler d'une des photos de l'exposition, de plusieurs. Là, je sais qu'il y a une photo qui m'a beaucoup émue pour le prix découverte. On n'avait pas de photo emblématique, justement. Mais il y a une photo de Cemil Batur Göksir qui est comme une tête en feu, une tête en flamme, qui est ce jeu de superposition, une tête d'enfant, l'enfant feu, je l'appelle. Enfin, elle a ce côté extrêmement troublant par ces jeux de surexposition, pas de surexposition, mais de réexposition de la pellicule. Et pour moi, c'était une photo très emblématique. Et une autre, vous y avez fait allusion tout à l'heure, dans le travail de Tsepiso Mazibuko, il y a une image
le travail, il porte sur le portrait de jeunes gens. Alors, je ne l'ai pas abordé tout à l'heure parce qu'en fait, pour moi, c'est presque le contre-pied de la catastrophe. Tsepiso, elle parle de ce qu'elle a vécu. Elle est née dans la génération post-apartheid. Elle est née en 95, donc sa génération a été porteuse d'un espoir pour ses parents, pour les parents, pour les adultes, et espoir frustré, espoir déçu. C'est ce dont parle le projet. Et son travail à Tsepiso, c'est un travail de portraitiste. On voit vraiment un travail de portraitiste, une voix intime. Je pense que c'est un moment extrêmement fort aussi pour les pratiques dans la jeune scène photographique, où vraiment l'importance qui parle de la position, de la voix, et le fait comme ça, dans cette approche documentaire, qu'on parle de l'intérieur, est extrêmement important. Et chez Tsepiso, il y a une image en fait, où il n'y a pas de tête, où il y a une absence de visage. Alors que tout le projet est autour de ces portraits, il y a un portrait qui échappe. Il y a un visage, pour moi, le mot décapitation par l'image est un peu fort, mais il y a une tête qui est volontairement coupée. Et on tire sur quelque chose. Je spoil pas, comme ça vous irez voir l'exposition et vous verrez dans l'image ce qui vient contrebalancer l'absence de tête. Mais cette image-là, pour moi, elle était extrêmement emblématique de cette tension. Audrey Illouz, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. On vous retrouve donc avec l'exposition dont vous êtes commissaire sur le qui-vive à Monoprix. Randa Mirza, un grand merci. On retrouve Beroutopia à la Maison des Peintres et Philippe Séclier, un grand merci également. On retrouve Réplique 110311 à l'espace Van Gogh. Merci à tous les trois d'être venus sur Radio Anthropocène. Bonne soirée à toutes et à tous. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.